Bon, je pense que voilà, il est midi 32, on va commencer. Je laisserai rentrer les personnes qui arrivent un petit peu par la suite. Déjà, bonjour à tous. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, un webinaire qui va traiter des commotions cérébrales. Alors, ce webinaire sera présenté par Tiffany Hunting, qui est la thérapeute en chef de l'équipe nationale. Elle est thérapeute en chef depuis 2016 et c'est elle qui a contribué, qui a réalisé justement ce protocole un petit peu de gestion des commotions cérébrales. Alors, les aléas du planning font que aujourd'hui au Canada, commence aujourd'hui, pardon, la semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales. Donc, écoutez, ça tombe très bien, on est totalement d'actualité. Donc, on va commencer un petit peu par rappeler un petit peu, si j'y arrive, voilà, deux, trois petites choses concernant ce webinaire. Hop, je vais un petit peu rapide. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On y arrive. Voilà, pardon. Donc, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site de Dailymotion. Comme vous avez pu le remarquer, par défaut, tous les participants auront le son désactivé. Si vous si vous voulez prendre la parole à un moment ou à un autre, vous pourrez bien évidemment désactiver votre son. Si vous avez, par contre, n'importe quelle question que vous vouliez faire partager à l'ensemble du groupe, merci de le faire sur le clavardage et encore une fois, l'adresser à tous. La présentation d'aujourd'hui sera disponible au courant de la semaine sur le site de Judo Canada. Donc voilà, je pense que je vais laisser maintenant la place à Tiffany qui va prendre la parole pour vous présenter un petit peu ce webinaire. Tiffany, à toi. Désolée, je vais essayer juste de changer pour la présentation. Ouh, OK, ça va vraiment vite. 2 secondes. D'accord. Nicolas, peux me dire à quel écran que tu vois? Moi, je vois l'écran sur l'impact. Il faut que tu reviennes un petit peu en arrière. Ça a changé trop vite pour mon souris. Donc, bienvenue à tout le monde pour cet après-midi qu'on parle des commotions cérébrales. Comme Nicolas vient mentionner, c'est la première journée de la semaine canadienne de la sensibilisation de la commotion cérébrale. Avant de commencer la présentation, on va poser 2 ou 3 petites questions juste pour savoir qui est avec nous cet après-midi. Donc, s'il vous plaît, répondre à les 2 questions suivantes sur votre écran. Tiffany, est-ce que tu vois les questions? Le... Oui, oui, je vois les questions, mais il y a 0 réponse encore. D'accord. Donc, si tout le monde pouvait répondre aux questions, juste qu'on a un aidé qui est avec nous cet après-midi. Ah, vous ne voyez pas les questions. Il semblerait qu'on ne voit pas les questions. Hop. On va essayer de refaire ça. On va relancer les questions. Je vais recommencer un petit peu. Je reprends la main, Tiffany. D'accord. Toujours les petits problèmes techniques. Voilà. Est-ce que vous voyez les questions? Ah, voilà, merci. Là, les gens commencent à répondre, c'est bien. Voilà, tous les petits problèmes techniques, excusez-nous. Voilà, je pense que tout le monde a répondu. Je vais C'est partager un petit peu les résultats.
Donc, on voit que la plupart des gens sont ici, sont les entraîneurs, puis on a 3 administrateurs de club, donc bienvenue. Prochaine question, Nicolas, s'il vous plaît. Yes. Voilà, tout le monde a répondu, donc on va arrêter, on va partager Donc, les résultats. parfait. Donc, on voit les résultats à peu près, c'est moitié-moitié, qu'il y a des gens, il y a quelques notions, puis d'autres considèrent qu'ils sont bons dans c'est quoi, la commotion cérébrale. Donc, oui, c'est bien. Donc, pour commencer, je vais juste donner le petit sommaire de comment on va procéder aujourd'hui. On va commencer à parler de c'est quoi une commotion, juste les informations de base. Donc, je sais que ça va être un peu d'un review pour plusieurs d'entre vous. Puis après ça, on va parler de notre plan d'intervention en cas de commotion cérébrale. C'est quelque chose que Judo-Canada a développé pour que ça soit plus facile, les gens comprennent c'est quoi le poursuit ou le trajet à suivre après une commotion cérébrale. Troisième volet, on va parler un peu de la prévention. Donc, comme Nicolas a mentionné, si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre dans le forum de discussion, puis on répondait à des pauses dans la présentation pour des questions de cet effet. All right. Donc, pour commencer, les informations sommaires de commotion cérébrale. Donc, comme vous savez, une commotion cérébrale, c'est un type de lésion cérébrale traumatique causée par un coup ou un secousse à la tête, au visage, au cou ou au corps qui fait que la tête et le cerveau se déplacent rapidement en avant, en arrière et qui peut modifier le fonctionnement normal du cerveau. Donc, cette définition était prise de la document qui était produit par les experts sur la commotion cérébrale. Ils font des réunions après chaque 4 ans. Un qui devrait être fait cet automne, dont on va garder les yeux ouverts, voir si la définition va changer. Donc, des fois, chaque renouvellement, ils vont changer quelques petits mots si les recherches démontrent d'autres choses. Encore juste une petite révision. Donc, des commotions cérébrales peuvent avoir plusieurs signes et symptômes visibles. Sur l'écran maintenant, vous voyez quelques-uns des signes et symptômes. Ce n'est pas tout. Pour une liste complète, tu peux toujours regarder dans les documents de référence, mais d'habitude, on divise les symptômes dans catégories physiques, entraînement, humeur ou sommeil. C'est important aussi de comprendre que des fois, les symptômes peuvent arriver immédiatement après la blessure, mais aussi, quelquefois, les athlètes peuvent commencer à sentir seulement 24 à 48 heures après la blessure. Donc, même si la personne a subi un impact, il faut qu'on soit prudent en sachant que les symptômes peuvent développer plus tard. Donc, c'était la petite révision. Là, on va passer à le plan d'intervention dans le cas d'une commotion cérébrale. Encore, c'est tu vas voir quand je vais passer dans les prochaines diapos que c'est plus un trajet à suivre pour mieux diriger l'athlète pour les soins nécessaires. Donc, voici notre plan d'intervention de commotion. C'était développé pour aider à connaître les étapes à suivre pour bien gérer une commotion. Donc, pour ceux, j'imagine que c'est la première fois que la plupart des gens voient ce document-là, c'est sur notre site web. L'adresse exacte va être donnée à la fin, sinon tu vas voir, c'est sur le bas ici de votre écran. Par contre, c'est vraiment là juste pour avoir un trajet où suivre, comme un peu un map pour vraiment savoir comment réagir puis c'est quoi notre prochaine étape. Donc, cette partie de la présentation, on va aller étape par étape pour voir. Donc, première chose, il y a un impact. Soit un impact la tête, le visage, le cou ou le corps, puis la force est transmettée vers la tête. Là, c'est important qu'on retire l'athlète du jeu ou d'entraînement
faut qu'on dise à quelqu'un responsable. Donc, si un athlète parle à un autre athlète, il faut que les athlètes viennent ensemble pour parler aux entraîneurs ou administrateurs ou un adulte, un parent, quelqu'un qui peut faire une évaluation. L'évaluation peut être faite par un professionnel de la santé qui a eu des formations. Dans ce cas-là, ça va être fait par le SCAT-5. Ça, c'est un outil développé pour vraiment les soigneurs qui ont eu la formation. Sinon, il y a l'outil des reconnaissances cérébrales. L'abréviation, c'est toujours le CRT, donc Concussion Recognition Tool. Encore, ça va en lien avec les documents qui étaient produits par les experts sur la commotion cérébrale. Puis c'est vraiment développé pour des gens qui sont non formés en soignants médicaux. Vous voyez en plus de détails rendus à le document qu'on va mettre que j'ai mis dans la présentation. Donc, là, on a une commotion cérébrale suspectée. Donc, comme j'ai mentionné, c'est vraiment le mécanisme de blessure. C'est où qu'il y a eu le coup, l'impact, puis comment l'impact était dirigé vers la tête. Donc, on peut soupçonner une commotion dans quelqu'un qui a qui plaint des symptômes que j'ai mentionnés tout à l'heure ou qu'on voit les signes. Donc, les signes, c'est quelque chose que nous, on peut observer versus les symptômes, c'est quelque chose que les athlètes nous amènent parce qu'ils peuvent sentir à l'intérieur de eux. Donc, on va soupçonner un symptôme, une commotion cérébrale dans quelqu'un qui nous décrit un des symptômes qui démontre les signes. On peut voir soit ils sont confus, il y a un manque d'équilibre, il y a un regard vide qui tient la tête. C'est juste quelques-uns des signes que je peux mentionner maintenant, mais aussi, si on voit le mécanisme de blessure, c'est vraiment un impact, il faut qu'on soupçonne une commotion. Donc, n'importe qui devrait rapporter cette information à la responsable de l'entraînement. Donc, voici l'outil de reconnaissance des commotions cérébrales. Donc, encore l'abréviation, c'est comme en anglais, c'est le CRT. Donc, c'était vraiment développé pour les gens qui sont pas les soigneurs dans la santé. C'est pas un outil diagnostique. C'est juste pour aider à reconnaître si on a peut-être un risque d'avoir une commotion. Donc, c'est divisé en 4 étapes. Première étape, tu vas voir, c'est un carré rouge qui parle des signaux alarmes. Donc, si un des signaux alarmes sont présents, c'est très important qu'on appelle une ambulance immédiatement puis faire transporter cet athlète à l'hôpital pour faire une évaluation pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres blessures plus graves au niveau le cou ou la tête. Je ne vais pas aller en détail. Pour ceux qui est dans les clubs, on a envoyé ce document-là en anglais ou français, dépendant de la langue de préférence du club, l'année passée. Sinon, aussi, le document dans les ressources que je vais vous montrer à la fin. Donc, vous avez l'étape 1. Si l'étape 1 est correcte, il n'y a pas des signes d'alarme présents, on peut passer à des signes visibles. Donc, encore, c'est quelque chose que nous, comme observateurs ou observatrices, peut voir de l'athlète. Est-ce que la personne, il tient la tête? Est-ce qu'il démontre la confusion? Comment va leur équilibre? Etc., etc. Troisième étape, c'est les symptômes. C'est que l'athlète nous rapporte comment il se sent. Et la quatrième étape, tu vas voir, il y a quelques questions juste pour évaluer l'orientation de l'athlète. Et on évalue un peu leur mémoire immédiate et un peu la mémoire rétrograde, donc c'est quoi qui s'est passé dans le passé. Par contre, le CRT était développé pour des sports d'équipe, donc il faut qu'on modifie un peu les questions pour nos athlètes de judo. Donc, exemple, quand ils posent à quel stade, il faut qu'on parle à quel endroit ou quel dojo. Quand ils demandent est-ce qu'on est à quel mi-temps, ça ne marche pas vraiment dans le judo, donc on peut demander s'ils sont au début, le milieu ou la fin, soit l'entraînement, ou on peut demander dans quel est-ce qu'ils sont dans série éliminatoire, est-ce qu'ils sont en demi-finale, finale, etc., si c'est dans un environnement de compétition. On peut demander aussi combien de combats ils ont fait cette journée-là. Quand ils demandent qui a scoré dernièrement, tu peux poser des questions qui a gagné le dernier randori ou qui a fait le dernier point. Tu vas poser un peu des questions de quelle technique qui était utilisée. Est-ce que c'était plus en Newaza ou Tachiwaza? Encore, il faut qu'on adapte les questions vraiment pour notre situation. Quand ils posent
c'était quoi la compétition dernière fin de semaine, ou c'était quand notre dernier match. Encore en judo, on n'a pas les matchs à chaque fin de semaine, mais tu peux poser des questions un peu qui datent à peu près de 1 semaine et demie pour demander l'orientation de l'athlète. Puis même chose, est-ce qu'ils ont gagné, oui ou non? Encore, il faut qu'ils adaptent la question un peu à leur situation actuelle. Donc, d'accord. Donc, si on passe un peu plus de temps sur les signaux d'alarme, sont vraiment décrits dans l'outil de reconnaissance et commotion cérébrale, mais c'est une douleur ou sensibilité au cou. La raison pourquoi c'est un signal d'alarme, parce qu'on veut être sûr qu'il n'y a pas de fracture cervicale. Vision double. Tout à fait, si quelqu'un a une vision double, il risque d'avoir peut-être un blessure plus sévère au niveau du cerveau. La faiblesse ou sensation de fourmillement ou de brûlement dans les bras ou les jambes. Encore ça, c'est un signe neural, puis ça nous inquiète parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un problème avec la moelle ou avec les nerfs. Les maux de tête sévères ou qui s'intensifient. Encore, c'est un signe important pour nous dans le système de santé, avoir un maux de tête très sévère et encore, si ça s'intensifie, parce que ça veut dire peut-être on a une vision intracrânienne. Les crises épileptiques ou les convulsions, encore, c'est un signe que quelque chose ne va pas bien dans le cerveau. Une perte de connaissance, détérioration de l'état de la conscience. Donc, quelqu'un, au début, il commence à te parler, puis là, il devient de plus en plus somnolence, ou il arrête de vous répondre, ou il commence à répondre des questions. Les réponses aux questions ne sont pas claires, et ça ne fit pas vraiment la situation. Encore, c'est un signe d'alerte qu'il faut qu'on fasse évaluer à l'hôpital parce que ça peut être une lésion cérébrale plus importante. Les vomissements, s'il vomit une fois, encore, il faut qu'on soit prudent, c'est quand c'est 2 fois ou plus les vomissements, il faut absolument qu'on envoie l'athlète à l'urgence. Puis si on voit que l'athlète devient plus agressive ou plus agitée, encore, c'est un signe que peut-être il y a une lésion plus dans le cerveau. Il faut faire une évaluation à l'hôpital. Encore juste en prudence, il y a des chances si ces signes sont présents, la tête est toujours correcte, mais on veut être prudent et être sûr qu'on ne manque pas quelque chose d'important. Ça, donc, comme j'ai déjà parlé, s'il y a présence d'un des signaux d'alerte, on transporte à l'hôpital par l'ambulance pour faire une évaluation dans l'urgence avec un médecin, un urgentologue, pour être sûr qu'on établit que l'athlète est bien en santé et qu'il n'y a pas de risque grave pour les blessures au cerveau. Excellent. Donc, si on passe à l'autre côté de notre schéma, donc les signes d'alerte n'étaient pas présents. En commotion cérébrale, il faut qu'il y ait une évaluation médicale. Donc, dès qu'on suspend une commotion cérébrale, c'est bon pour que l'athlète voit quelqu'un qui travaille dans le système de santé. Au Québec, il y a des règles un peu différentes selon qui est présent pour l'évaluation initiale du patient. Donc, s'il y a personne qui sont travailleurs de la santé présents pour l'entraînement ou la compétition, il faut que les athlètes voient un médecin dès que possible pour faire la diagnostic pour la commotion. Le médecin et les infirmières praticiens sont les 7 personnes identifiées au Canada pour diagnostiquer une commotion cérébrale. Les autres travailleurs de la santé peuvent dire ça semble comme une commotion. Par contre, on n'a pas le droit de donner la diagnostic d'une commotion. Encore au Canada, il y a des règles différentes de quand l'athlète devrait être vu par un médecin ou un infirmière praticien. Moi, je dis toujours à les coachs ou des entraîneurs qui ont des questions, c'est toujours mieux de faire une évaluation le plus vite possible pour qu'on fasse la bonne gestion de la blessure. Quelque chose, j'imagine tout le monde, parce que c'est le webinaire en français, la plupart des gens ici viennent de Québec. Tout récemment, au Québec, il y a une attente entre le Collège de médecine Québec puis l'Ordre des physiothérapeutes de Québec pour la prise en charge d'une commotion. Donc, pour ceux qui ont un thérapeute avec l'équipe qui va faire le suivi dans le temps et qui ont déjà eu des formations en commotion et qui voient les commotions régulièrement, ils ont le droit de faire le suivi de commotion avec l'athlète sans qu'il voit un médecin. Par contre,
c'est sûr que cette physiothérapeute, il y a les règles à suivre, puis c'est pas chaque commotion qui peut faire ça. Il y a des règlements. Exemple, si l'athlète a déjà subi une commotion dans la dernière année, l'athlète est absolument, il faut qu'il voit un médecin. Si c'est le deuxième ou plus, ou plus, donc si on a eu 2 ou plus de commotions, il faut qu'il voit un médecin aussi. Puis s'il y a des comorbidités au niveau de la santé mentale, c'est aussi une des raisons pourquoi cet athlète devra consulter un médecin versus un thérapeute d'équipe. Moi, avec l'équipe nationale, j'ai accès à un médecin du sport très familier avec les commotions cérébrales. Donc, nous, on fait la gestion entre un peu un mélange des deux. Je vois les athlètes, j'ai communiqué avec le médecin pour mentionner que je crois qu'un athlète a subi une commotion, puis j'explique un peu la situation. Puis elle me dit si elle aimerait l'avoir ou non. Puis on fait la gestion comme ça, pas diagnostic, mais quand je saute quelques petites étapes, mais pour le retour au jeu, c'est toujours bien qu'elle l'athlète voit le médecin juste pour être certaine qu'ils sont en bonne santé pour retourner au sport. Donc, quelque chose qu'on a ajouté cette année, c'est un nouveau formulaire en ligne. C'est la déclaration des commotions. On a développé cette formulaire pour mieux voir à travers Canada la présence des commotions, puis c'est quoi la situation que les commotions auront lieu. Donc, cette formulaire devrait être complétée quand il y a une commotion, mais une commotion dans un événement de judo, soit un entraînement ou en compétition. Et l'objectif, c'est vraiment pour mieux évaluer quand les commotions arrivent et comment. Donc là, ça, c'est un peu le début du formulaire. Je vais passer maintenant juste pour vous montrer sur le formulaire que les questions ne sont pas trop demandant de remplir. Donc, ça peut être rempli par un coach, par un administrateur, par quelqu'un du système de santé. Donc, tout le monde peut voir ma nouvelle écran. Nicolas peut faire peut-être un thumbs up si tu vois l'écran sur le site web. C'est tout bon, je vois tout, c'est bon. Parfait. Donc, voici le formulaire de la déclaration des commotions cérébrales. Donc, au début, on a une petite description, c'est quoi le formulaire. Juste pour vous dire où ça dit mon adresse courriel, ça ne serait pas là. C'est juste parce que je suis déjà dans mon Google account, donc ça va automatiquement. Mais encore, ça va pas être partagé quand le formulaire va être enregistré. Donc, les questions qu'on demande, c'est le numéro de carte de membre de Judo Canada. La raison pourquoi on demande ça, c'est pour regarder un peu si les mêmes personnes subissent des commotions plusieurs fois pendant une année ou sur une période de temps. Par contre, c'est moi qui recevoir les résultats. Je ne sais pas les numéros de carte de membres du Judo Canada, des athlètes. Donc, pour moi, c'est juste une façon pour donner un code à quelqu'un pour voir s'il y a plusieurs commotions sur une période de temps. La date de naissance, qu'on peut savoir l'âge de l'athlète, le genre, puis le niveau de cet athlète-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des compétitions nationales, internationales, provinciales ou sont plus loisirs? On regarde la date puis l'heure de l'incident. C'était quoi l'activité qui était en train de participer pendant l'athlète a subi les commotions? S'il y a d'autres informations qui ne sont pas là-dedans, s'il vous plaît, spécifiez. Encore, on demande est-ce que c'est arrivé au début, au milieu ou à la fin d'entraînement ou compétition? Est-ce que c'était pendant un camp d'entraînement? Est-ce que c'est survenu, si vous savez la technique ou comment l'athlète a eu de blessures, s'il vous plaît, le mentionner. Est-ce qu'il est en Uki ou Tori? Puis, est-ce qu'il y a un des facteurs qui pouvaient contribuer à cette blessure-là? Il y a un place ici, un espace pour mettre les détails supplémentaires si vous voulez en mettre. Et on demande à la personne qui a complété le formulaire juste pour remplir. Ça peut être aussi un parent, s'ils ne veulent pas que les informations de leur enfant soient remplies par quelqu'un d'autre. Les parents peuvent aussi remplir ce formulaire-là. Mais le but, vraiment, c'est pour vraiment avoir des mesures objectives de comment les commotions arrivent au judo au Canada. Encore, c'est pour mieux préparer la prévention dans le futur. Tiffany, on a une question. Il faudrait savoir justement pour quel groupe d'âge s'adresse ce formulaire.
On veut que tout le monde qui s'entraîne en judo peut remplir cette formulaire s'il y a des commotions. Donc, D'accord. c'est C'est pour le et dès qu'il y a l'âge. une commotion cérébrale, dès qu'il y a une commotion cérébrale, quel que soit l'âge, dans la mesure du possible, il faut remplir ce formulaire. Exactement. Si la commotion cérébrale est arrivée lorsqu'ils faisaient un entraînement de judo ou un événement para-judo, comme un entraînement physique dans la salle de musculation, puis il a échappé un poids, exemple, quelque chose comme ça aussi, ça peut rentrer. Mais si le jeune a joué soccer la veille, puis c'est la veille qu'il a cogné la tête, on ne veut pas recorder ça comme une blessure, comme une commotion cérébrale du judo, mais c'est vraiment pour voir au judo comment les commotions cérébrales arrivent. All right, j'espère que ça répond aux questions. Parfait. Merci. D'accord. Donc là, on passe à la plan d'intervention après que l'évaluation médicale est faite puis le rapport est complété. Donc, il y a un protocole de retour à l'école et un protocole de retour à l'entraînement. Je vais passer à travers un peu tantôt, mais tu vas voir que les deux protocoles se passent en parallèle. Donc, on pourrait commencer le retour à l'école en même temps qu'on fait le retour à l'entraînement. Aussi, sur le site web de Judo Canada, on a un protocole qui est ciblé plus pour les athlètes de haut niveau, puis un deuxième qui est plus ciblé pour le niveau club communautaire. Pour celui-là qui est le haut niveau ou élite, on cible des athlètes qui font leur sport de judo 4 à 5 fois par semaine, qui fait environ 2 heures d'entraînement par jour. Donc, les entraînements durent à peu près 2 heures, puis ils s'entraînent 4 à 5 fois par semaine. Donc, le judo, c'est vraiment leur sport principal. Pour ceux qui ne rentrent pas dans ces définitions-là, ils peuvent faire le protocole de retour à l'entraînement plus ciblé pour les gens club communautaire. On va montrer celui-là tantôt. C'est moins précis, puis c'est plus en proportion de c'est quoi qu'il faisait avant qu'il a subi la blessure. Donc, il y a moins de 20 minutes de ça, 15 minutes de ça, mais c'est plus en pourcentage de quoi qu'il faisait avant. C'est très important, donc, pendant les deux protocoles de retour, que les signes et des symptômes sont monitorés pendant. Car s'il y a des symptômes ou des signes qui apparaissent à une des étapes, il faut qu'on arrête ces étapes-là, on prend un peu de repos, puis on reprend l'étape précédente, on a poursuivi l'étape et les symptômes. Donc, si on passe ici, on va faire juste un survol sur le protocole de retour pour l'école et retour à l'entraînement. Donc, vous pouvez voir le retour à l'école. Oui? Il y a une petite question. En fait, on voudrait savoir si tous les médecins peuvent diagnostiquer une commotion. Est-ce que c'est uniquement les médecins du sport ou tous les médecins sont formés à reconnaître une commotion? D'accord. Donc, n'importe quel médecin peut diagnostiquer une commotion. Par contre, il y a des médecins qui sont moins à l'aise parce qu'ils voient ces types de cas-là moins souvent. Donc, je suggère que si votre athlète consulte un médecin, c'est un médecin qui a souvent les cas de commotion ou qui sont à l'aise avec des types de blessures comme une commotion. Mais si c'est le seul médecin disponible, n'importe quel médecin peut diagnostiquer une commotion. Par contre, il y a des chances qu'ils vont référer à un des collègues qui sont plus à l'aise avec cette sorte de blessure aussi. Merci. Bienvenue. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je poursuive sur le protocole? Pour l'instant, sur le clavardage, j'ai partagé toutes les questions pour le moment. D'accord, parfait. Donc, pour les protocoles de retour à l'école et retour à l'entraînement, vous pouvez voir à gauche, c'est le retour à l'école, puis à droite, c'est le retour à l'entraînement. On commence avec une période de repos initial. Ça va être entre 24 et 48 heures pour les gens 13 ans et plus. Pour les enfants de 12 ans et moins, souvent, les médecins vont demander peut-être un peu plus de repos. Ça peut être jusqu'à 7 jours, mais voir avec le médecin traitant combien de temps initial de repos qu'il aimerait que cet athlète a. Après le repos initial, on peut commencer l'étape 1, qui est les activités, mais qui ne causent pas les symptômes. Donc, ceux-là, c'est des activités de quotidienne normales pour cette personne. Encore, c'est pas les sports, mais c'est des activités. Il peut aller pour une marche, il peut faire un peu de lecture, il peut faire un peu de travail sur leur cellulaire, sur l'ordinateur, mais on essaie de commencer dans les séances de 5 à 15 minutes à la fois et graduellement,
augmenter la durée de ces activités-là pour voir si ça provoque des symptômes. S'il n'y a pas de symptômes avec les activités quotidiennes, il peut passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 ne va pas aller à travers toutes les étapes, mais l'étape numéro 2, c'est les activités scolaires en dehors de la classe. Donc, c'est des devoirs chez eux. Je ne vais pas décrire combien de temps, mais vous pouvez voir juste c'est une progression. Et l'étape numéro 2, au retour de l'entraînement, c'est des exercices aérobies légères. On poursuit l'étape pour le retour à post-commotion. On a l'étape 3. Puis pour l'étape 3, l'école est divisée en 2 étapes, 3A et 3B. C'est le retour à l'école à temps partiel, la charge de travail légère et la charge de travail modérée. Et pour le sport, les exercices spécifiques au sport, mais sans contact. Donc, très important qu'il n'y ait pas de risque de reblesser la tête. Pour ceux qui, encore ça, c'est le protocole pour les clubs et communautaires, donc c'est environ 50% du temps de pratique irrégulier. Donc, si on a l'habitude de faire un entraînement de 60 minutes, étape 3 va durer 30 minutes cette journée-là. Donc, très important qu'il n'y ait aucun exercice de soulèvement, de projection de puissance. Et des techniques, d'autres techniques d'étranglement. En tant que, OK, s'ils sont Tory, ils peuvent pratiquer ces manœuvres sur leur partenaire, mais le partenaire ne peut pas les pratiquer sur eux. Aussi, c'est très important de savoir que pendant l'étape 3, c'est important qu'il n'y ait aucune nouvelle technique qui devrait être enseignée cette étape. La raison pourquoi, c'est parce que le cerveau fait déjà un effort pour refaire des gestes techniques qu'il était capable de faire en avant, puis juste le planning, puis comment notre corps organise notre mouvement de corps dans l'espace. Puis si on ajoute d'autres tâches cognitives pour faire apprendre des nouvelles manœuvres, ça ajoute un niveau de difficulté qui ne s'est pas désiré à cette étape. Pour l'étape 4, encore, le retour à l'école est divisé en 2 étapes, 4A et 4B. Donc, c'est le retour à l'école à temps plein, charge de travail presque complète et le charge de travail complète. Pour l'étape 4, pour les entraînements, c'est l'exercice d'entraînement qui n'implique pas de contact. Donc, c'est à peu près 75% du temps de pratique réel, mais on évite tout qui peut impliquer le contact ou le risque de chute de blessure aux têtes. Donc, encore, je ne vais pas lire toutes les descriptions, mais ça donne des informations comment vous pouvez diriger cet entraînement-là pour la chute blessée. Là, avant étape numéro 5, on a besoin d'avoir une autorisation médicale. Donc, ça, c'est le rendez-vous avec le médecin pour dire oui ou non, il peut continuer de passer dans le protocole parce qu'après l'étape 5, on commence à faire les activités où il y a plus de risque de chute ou de contact de la tête. Donc, étape 5A, c'est l'entraînement avec contact contrôlé. Étape 5B, c'est l'entraînement complet avec contact. Donc, ça, c'est un retour complet. Il n'y a pas de restriction sur les entraînements. Et l'étape 6, c'est le retour à l'entraînement et la compétition. Donc, si quelqu'un poursuit les étapes en séquence, puis il n'y a pas de symptômes ou des signes qui apparaissent, on envisionne autour de 1 semaine à 10 jours pour un rétablissement complet. Mais ça, c'est important de voir que les symptômes n'étaient pas provoqués par les activités quotidiennes qu'on a faites lorsque l'étape 1 et que le temps de repos était 24 heures à 48 heures. Donc, une question que plein d'entraîneurs me posent, c'est les symptômes post-commotionnels persistants. Donc, souvent, je ne vais pas dire souvent, il y a des cas, des fois, qu'il y a des symptômes qui durent plus longtemps. Donc, la définition, c'est plus que 10 à 14 jours pour les adultes que les symptômes vont plus durer. Et pour les enfants, c'est plus qu'un mois. Donc, dans ce cas-là, souvent, sont gérés avec une équipe de soigneurs c'est multidisciplinaire qui peut soigner les causes de ces symptômes persistants. Donc, ça peut être les symptômes qui viennent de la colonne cérébrale, excusez-moi, de colonne cervicale. Ça peut venir des systèmes vestibulaires aux oculomoteurs, donc les oreilles internes et le système des yeux. De neuropsychologie, donc ça, c'est la prise de décision puis la façon que notre cerveau peut réagir à des changements dans l'environnement. Ou aussi le système nerveux central autonomique. Donc ça, c'est qui fait la régulation de notre
fréquence cardiaque et nos respirations. Des fois, ça peut arriver pendant une commotion cérébrale que ces centres sont touchés et ils ont besoin de faire des adaptations pour le retour, pour re-entraîner ces systèmes pour pas qu'il y ait les symptômes. Donc, la gestion de ces cas-là, encore, c'est multidisciplinaire. Souvent, c'est de repos relatif. Donc, c'est pas un arrêt complet, mais on arrête, enfin, un arrêt des activités qui causent les symptômes jusqu'à temps on peut re-entraîner le cerveau pour ces demandes. Aussi, il faut qu'on donne de réconfort à l'athlète. Souvent, il y a beaucoup d'anxiété, nervosité autour des symptômes qui persistent. Ils ont peur que ça va persister toujours. Donc, de donner le réconfort puis le support nécessaire pour passer à travers cette étape. Et comme j'ai dit, c'est multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Donc, il y a plusieurs professionnels de la santé différents qui peuvent être impliqués pour le rétablissement de cet athlète. Et il y a des évaluations des fois plus approfondies pour voir les potentielles raisons de ces symptômes. Donc, après qu'on passe à travers le protocole de retour, l'école et protocole de retour de l'entraînement, et on a l'autorisation médicale, là, on peut retourner à faire les entraînements normaux. Encore comme mentionné tout à l'heure, au Québec, si vous avez un physiothérapeute qui a les bonnes certifications et qui suit l'équipe de temps normal, il y a un accord avec le Collège de médecine du Québec pour donner le physio, à donner l'autorisation pour faire le retour à cette étape-là. Par contre, prenez en note qu'il y a aussi des équipes de sport ou des associations de sport qui vont prérequis qu'une deuxième évaluation médicale est faite après la 6e étape aussi, donc après l'étape le protocole de retour complet. Donc, soyez juste au courant c'est quoi que votre sport ou votre association vous demande. Ça peut varier de région à région à travers le Canada. Donc, le retour au sport, comme j'ai dit, l'athlète a passé la 6e étape, il n'y a pas de symptômes ou signes, puis tout se passe bien. Aussi, il faut qu'on regarde, l'athlète était hors d'entraînement normal pour combien de temps? Car l'athlète peut être déconditionné. Donc, la mise en forme, c'est un peu moins bien qu'avant la blessure. Donc, souvent, je dis aux entraîneurs qu'il y a un peu 3 étapes. Il y a return to play, donc ça, c'est dans les entraînements. Return to sport, donc ça, c'est des entraînements de haut niveau ou élite qui peuvent pousser un peu plus l'intensité. Et le retour de la performance, donc ça, c'est le retour à les compétitions. Donc encore, c'est un graduel, un rapproche graduel, un peu comme n'importe d'autres blessures. Il faut qu'on pense, exemple, si on compare ça à une blessure d'un cheville, on commence de faire des entraînements complets. Après ça, les entraînements complets avec un peu plus de difficulté, un peu plus d'intensité. Et après ça, on peut passer à les compétitions pour être sûr qu'on ne reblesse pas cette blessure-là. Donc, il faut qu'on vraiment regarde chaque situation pour bien gérer pour chaque individuel. Donc, là, on finit notre première partie du webinaire où on a présenté notre plan pour la commotion, notre plan d'intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans le groupe qui brûle ou qui a des questions sur notre plan d'intervention? Alors, il n'y a pas de questions. Enfin, du moins, on a posé toutes les questions sur le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Activez le micro et prenez la parole. On a un petit peu 1 à 2 minutes justement pour discuter de ça. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. On attend quelques minutes, mais ça a l'air qu'il n'y a pas de questions encore. Si oui, j'aurais une question. Oui. On parlait d'une évaluation médicale avant le retour à l'étape 5. Oui. Vous aviez mentionné aussi une évaluation médicale avant l'étape 6. C'est pas clair dans ma tête la différence entre votre étape 5 et l'étape 4. Puis s'il y a les deux, est-ce que ça prend 2 évaluations médicales? Donc, présentement, pour une commotion au Canada, il demande 2 évaluations médicales. Un au départ pour la diagnostic de commotion, puis la deuxième avant l'étape 5. Donc, c'est entre
après l'étape 4B puis avant la 5A. Ça, c'est pour donner l'autorisation de retour. J'ai mentionné qu'il y a quelques sports et puis quelques associations qui vont demander aussi une évaluation médicale après l'étape numéro 6. Donc, c'est pas toujours, puis c'est pas dans le comité de gestion de commission canadien, mais il y a des associations des fois qui vont demander ça juste par imprudence. Exemple, quelque chose qui vient à la tête, c'est des fois, c'est des programmes de sport-études. Encore au Québec, ça dépend quelle école, mais il y a quelques écoles qui, des fois, vont demander une troisième évaluation médicale après la 6e étape, juste pour être sûr que la commission est bien guérie et que la tête a passé à travers le protocole complet. Mais c'est pas demandé partout. Ceux-là qui est le plus important, c'est lorsque la blessure soit diagnostique et avant la 5e étape. Et j'ai pas bien saisi la différence entre la 5e et la 6e étape. Parce que la 5e, ça me semble être un retour. Puis quand on a fait là, les 3 étapes là, qui étaient décrites là, dans cette 5e étape-là, en fin de compte, il est revenu à l'entraînement normal. Alors, l'étape 6, c'est quoi? Mais l'étape 6, encore comme un sport comme le judo, on a moins souvent les compétitions. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont au niveau pour faire une compétition. Donc, exemple, si je sais, on parle de judo aujourd'hui, mais exemple, c'est un entraînement d'une équipe de soccer, on fait des entraînements complets, on est prêt pour un jeu, donc ils ont réussi de faire un jeu. Comme on ne fait pas des compétitions à chaque fin de semaine en judo, on dit que c'est un entraînement très élevé au niveau intensité et volume, comme un entraînement en préparation pour une compétition. Est-ce que ça clarifie un peu plus? Oui, merci. Pas de problème. Si je peux peut-être revenir sur ce slide-là, Oui. où on voit justement l'étape 5 et 6 pour peut-être que ça soit plus clair dans nos têtes. Donc, 5A, c'est un entraînement avec contact, mais contrôlé. Encore, tous les détails sont là. Donc, il faut attention, on n'est pas des gros chutes avec beaucoup de puissance sur le tatami directement. Pas de grippe qui peut frapper le côté de la tête. Puis des fois, il y a les petites modifications, puis il y a plus de temps entre les randonnées. Étape 5B, c'est des entraînements complets avec aucune restriction. Donc, c'est ça. Donc, il retourne à un entraînement élevé, mais pour être sûr qu'ils sont vraiment à haut niveau pour reprendre l'intensité de la compétition, il faut que le numéro 6, c'est un entraînement complet, mais avec vu qu'il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de modification du tout, comme ils sont prêts à faire en compétition. La grosse différence, finalement, entre l'étape 5B et l'étape 6, c'est que finalement, l'étape 6, c'est le retour à la compétition. C'est surtout ça la différence. C'est ça. C'est juste, comme on n'a pas une compétition à chaque semaine, il faut qu'on juste assure que l'entraînement est un entraînement de très haute intensité et effort, comme ça serait en compétition. Je ne sais pas si d'autres d'entre vous avaient également des questions avant qu'on passe à l'étape suivante. Moi. Oui. J'ai eu un athlète adulte qui est tombé carrément sur les fesses et puis, écoutez, il a fait une grosse commotion, on ne s'en est même pas aperçu. En arrivant chez lui, il ne se sentait pas bien. Puis par la suite, il a été consulté. Mais ça lui a pris 3 mois avant de revenir, mais écoute, il était là, je ne l'ai même pas vu. Là. Cependant, quand l'athlète est revenu, est-ce qu'on a le droit d'exiger? Parce que moi, je lui ai demandé, je vais avoir un rapport du médecin, Mais s'il ne me l'apporte pas, est-ce que je peux l'embarquer sur les tatamis? Parce que lui, il avait hâte d'embarquer, mais moi, j'étais stressée. Là. Je n'avais même pas vu qu'il s'était fait une grosse commotion, tombé carrément sur les fesses. Là. Oui, donc ça, c'est un exemple d'un impact, pas sur la tête, mais plus sur le corps, puis l'impact était dirigé vers la tête, vers le cerveau. Donc oui, ça peut arriver. Pour ça, est-ce que, on ne peut pas aller en trop de détails de ce cas particulier, mais est-ce que cet athlète-là a eu des évaluations médicales avant de reprendre tel entraînement, ou parce qu'on a souvent les médecins qui devraient nous écrire une lettre pour faire l'autorisation pour retourner au sport après la 4e étape? Disons qu'il a été évalué en première fois. Il dit j'ai pas voulu qu'il embarque sur le tapis là, quand il est revenu la semaine après. J'ai dit non, tu vas te faire évaluer. Finalement,
On est de Charlevoix, fait que c'est ramassé à Québec pour faire des grosses évaluations. Mais moi, j'ai dit tant et aussi longtemps que tu ne m'apportes pas les papiers, je ne veux pas que tu embarques sur le tapis. Mais Oui. j'ai jamais eu les papiers. Oui. Cependant, il y a eu le COVID, fait qu'il y a eu 1 an et demi pour se reposer. C'est ça. Mais sur notre page de ressources, on a un document c'est un template qui peut utiliser par les médecins pour remplir, c'est vraiment facile, remplir le nom et dire autorisé à faire telle chose, puis il signe. Donc, c'est vraiment, c'est pas plus d'ouvrage pour les médecins, donc c'est vraiment plus clair aussi pour les entraîneurs pour avoir cette sécurité-là pour être sûr que l'athlète a le droit de poursuivre les autres étapes. Donc, je suis d'accord avec toi, quelqu'un qu'on connaît un peu moins, on la connaît par après, qu'il y a eu une commotion, on est un peu craintif qu'il embarque et retourne au sport complet, entendu qu'on ne veut pas que ça reblesse trop proche d'une commotion après l'autre. Donc, je comprends vos craintes. OK, merci. Bienvenue. Je pense qu'on va passer à la suite, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, il y aura des questions, le moment de poser des questions encore à la fin. Oui, d'accord. Donc, là, on passe à la prévention des commotions cérébrales. Donc, on va aller à travers les principes piliers qu'on peut faire pour faire la prévention des commotions cérébrales. Comme physiothérapeute, je ne veux pas retirer les gens non nécessaires, mais il faut qu'on être prudent. Donc, juste souvent, les prochaines slides, les gens disent « Ah, mais tu veux juste pas que les gens font du sport. » Non, non, je veux vraiment, c'est la pire chose quand j'ai besoin de retirer quelqu'un du sport, mais il faut juste qu'on est prudent. Donc, pour la prévention, première chose, la première étape, c'est de vraiment, c'est l'éducation. Donc, de bien éduquer les entraîneurs, les athlètes, leurs parents, ainsi que les officiels sur les commotions cérébrales, c'est vraiment la première étape de la prévention. De bien savoir c'est quoi une commotion, c'est de mieux comprendre, puis il peut réaliser c'est ça qui se passe, commencer la bonne gestion. Donc, la bonne gestion d'une commotion cérébrale est dépendante sur l'identification. Donc, s'il y a un plus grand nombre de personnes sachant comment c'est quoi une commotion et comment de reconnaître une situation où une commotion cérébrale est potentiellement arrivée, on peut se souvenir et ça peut être la bonne, juste pour commencer la bonne gestion. Donc, aussi, c'est assez commun que les athlètes fassent une dissimulation des symptômes ou ils diminuent les symptômes ou ils cachent les symptômes pour retourner au sport le plus vite possible. Je comprends, je suis un athlète, j'ai déjà aussi eu des commotions quand j'étais plus jeune. On veut retourner, on aime notre sport, on a peur de manquer quelque chose, peur de ne pas être dans un groupe. On ne veut pas décevoir nos coéquipiers, l'entraîneur, nos parents, quelqu'un qui veut voir qu'on fait notre sport. Des fois, encore on parle plus de haut niveau, il y a des fois des commanditaires qui impliquent là-dedans. Donc aussi, des fois, il veut pas, il y a une pression pour qu'il y ait une compétition qui s'en vient, il faut qu'ils s'entraînent pour cette compétition parce que c'est une compétition importante pour avoir les points, pour avoir accès à d'autres niveaux, etc., etc. Donc, ça arrive un peu trop souvent que les athlètes essaient de cacher les symptômes ou faire un retour en disant « Ah, c'est un symptôme mineur, je suis capable de pousser à travers. » Malheureusement, si on cache les symptômes puis on pousse à travers, on risque d'avoir des symptômes persistants ou avoir une fragilité. Donc, si on subit un autre coup, d'avoir une commotion plus facilement parce que le cerveau n'est pas encore guéri. Un athlète peut être asymptomatique, mais pas encore complètement rétabli. Il peut être asymptomatique à des exercices d'intensité bas ou les tâches plus faciles, mais plus qu'on augmente la difficulté ou l'intensité, il peut avoir les symptômes, mais comme il veut continuer de faire leur sport, il dit « Oh non, non, c'est pas grave, ce symptôme-là, je suis capable à gérer » ou « Oh non, 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 j'ai pas ce symptôme », il veut juste cacher. Mais c'est là qu'on a plusieurs risques. Et comme j'ai mentionné avant, la récupération suite d'une commotion cérébrale, c'est semblable à n'importe quelle blessure. Il y a des étapes. Le retour progressif, comme le protocole de retour, permettra le cerveau de guérir et de gérer les demandes accrues. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment c'est séquentiel qu'on augmente toujours l'intensité et la difficulté.
Donc, un peu, si on regarde ça, on peut regarder le cerveau après une commotion un peu comme un réservoir de gaz. On va bien, on a juste un peu de gaz, on est capable de faire nos activités quotidiennes. Ça guérit un peu plus. Ah, maintenant, le réservoir est à moitié. Ah, on peut faire des activités un peu plus sportives, mais pas trop élevées en niveau d'intensité ou de difficulté. Mais il faut entendre que le réservoir de gaz est plein et capable de vraiment subir des demandes plus importantes. Donc, il y a plusieurs risques pour les commotions lors de l'entraînement. C'est vraiment multifactoriel. On parle de la fatigue ou perte de forme physique. Quand ils sont fatigués ou on a besoin de travailler un peu plus fort, souvent notre temps de réaction est augmenté. Donc, ça prend plus de temps de faire réaction à un geste qu'on pouvait répondre plus rapidement si on n'était pas fatigué. Aussi, il y a plus de risques de prendre les mauvaises ou les moins optimales décisions en relation de la situation sportive. Le niveau d'habileté inégal. Donc, si vous avez deux partenaires, un qui est un peu plus performant qu'un autre, ça met un risque celui-là qui est un peu plus faible. La différence importante de la catégorie de poids, encore, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que des fois, on n'a pas les bons nombres ou quelqu'un veut être partenaire avec leur ami. Par contre, ils ne sont pas dans la même catégorie de poids. Il y a une différence importante au niveau de la capacité physique, donc de développement. On peut avoir un jeune de 16 ans parce qu'il est très grand, il peut être 90 kilos. Par contre, son développement physique n'est pas équivalent à quelqu'un qui est plus mature à le même poids. Et aussi de ne pas vouloir être retiré de l'entraînement et la crainte de manquer un événement à venir. Donc, les athlètes, souvent, ils veulent pousser à travers les symptômes parce qu'ils disent ça va guérir d'un moment donné, il va juste aller parce que j'ai cette importante compétition qui s'en vient. Par contre, c'est là qu'il met un risque pour les séquelles plus long terme. Lorsqu'on passe à la compétition, on a toujours la fatigue et la perte de forme physique, les mêmes risques qu'en entraînement. Le niveau habilité inégale, ça aussi, ça peut arriver à la compétition. Les différences importantes au niveau de la capacité physique, encore dépendant, c'est quoi la catégorie qu'ils vont battre, des fois en allégeant un peu plus mature au niveau de la forme physique, la capacité physique. Et dernière chose, l'athlète ne veut pas être retiré de la compétition, c'est un compétition important, ça va donner les points, ça peut amener un avantage pour la future, juste aussi avoir le ego de bien faire à cette compétition-là. Donc tout ça, je comprends. Par contre, ça met un risque d'avoir séquelles plus long terme, puis la mauvaise gestion de la commotion cérébrale qui va nous amener à un parcours plus long pour le rétablissement. Donc, je vais faire un petit résumé. Donc, en sachant en sachant et bien agissant sur les facteurs qu'on peut modifier, on peut prévenir quelques commotions cérébrales. Aussi, dans une situation où un athlète subit une commotion, la bonne gestion est cruciale pour les soins adéquats pour optimiser le retour au apprentissage et au sport. C'est important de comprendre que chaque individu va réagir différemment et que la présentation des signes et les symptômes ne seront pas la même. Même pour une commotion séquentielle de quelqu'un, s'il y a eu une commotion, ça fait 4 ans, puis une deuxième commotion demain, il risque d'avoir pas les mêmes signes et symptômes qu'il y a eu il y a l'autre commotion. On ne peut pas comparer un athlète avec un autre. Puis c'est quelque chose aussi, souvent, les athlètes viennent me voir et disent ah, telle personne a guéri de leur commotion dans 1 semaine. Pourquoi moi, ça prend 3 à 4 semaines? Puis là, on explique que chaque personne est différent. La maturité du cerveau est différente et la guérison de la cerveau est différente pour chaque personne, tout dépendant de l'impact qu'il y a eu, puis les symptômes par après. Il y a on appelle ça des modifiers, donc des aspects personnels qui peuvent être influentiels sur la raison pourquoi quelqu'un récupère plus vite qu'un autre. Mais encore, c'est juste des tendances, puis c'est pas écrit dans le béton de si la personne a des troubles d'apprentissage, ça prend plus long à guérir. Par contre, c'est les tendances qui ont remarqué dans la littérature. Donc, juste que je reviens sur la formulaire en ligne.
Donc, en complétant la déclaration des commotions cérébrales, ça va nous aider à mieux comprendre les enjeux liés à la commotion cérébrale ici au Canada, dans le judo, pour mieux développer des stratégies de prévention. Donc, encore, la commotion, oui, ça fait plusieurs années qu'on parle de ça, mais au judo, il y a très peu de recherche qui est déjà faite. Donc, on aimerait de mieux comprendre notre aspect de judo au Canada, puis nos blessures aux commotions cérébrales pour mieux faire les démarches pour développer des plans de prévention adéquats pour notre sport. Encore, c'est la dernière chose que je veux faire, c'est de retirer les gens si ce n'est pas nécessaire. Par contre, on aimerait ça qu'on a les athlètes en santé, puis on ne met pas à risque pour les blessures dans le futur ou des séquelles de long terme. Donc, juste pour vous montrer ici, est-ce que ça a changé? Désolée, je viens juste de remarquer qu'avant la présentation, que notre page de ressources, on a mis la page pour les liens anglais. Par contre, toutes les ressources qu'on a en anglais, on a aussi également en français sur notre page web de Judo Canada, la page d'information commotion. Ça peut être trouvé encore, tu vas sur le site web de Judo Canada. En dessous de l'onglet le sport sécuritaire, vous trouverez l'option commotion cérébrale. Puis, on a une page web complète qui parle des signes et des symptômes. Il y a le lien pour avoir le formulaire en ligne pour la commotion et toutes nos ressources. Donc, nos politiques et procédures. On a les ressources, comme j'ai déjà parlé, la déclaration médicale. Il y a un fiche éducatif pré-saison. Puis aussi d'autres liens et ressources comme les cours en ligne offerts par l'Université de Laval gratuits, l'Université de Calgary aussi, c'est gratuit. Il y a le Concussion Awareness Training Tool aussi, c'est gratuit, que les gens peuvent juste s'informer puis apprendre sur la commotion. Si vous avez des questions très spécifiques ou qui viennent dans ta tête, ne gêne pas de m'écrire un courriel. Mon courriel est en bas sur la page ici. Puis aussi, vous pouvez trouver dans les bios les coachs du staff de Judo Canada. Vous pouvez trouver toujours mon courriel. Ne gêne pas d'écrire un courriel, pose des questions. Ça serait ma plaisir de vous répondre le mieux que je peux ou vous diriger vers quelqu'un qui a des réponses pour votre situation. Encore, on est ensemble, on est dans ça ensemble pour vraiment mieux supporter nos athlètes à travers leur commotion ou leur parcours du sport. Donc, on va juste voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à les présentations pour les prochains webinaires à venir? Alors, il y a une question justement. Oui. On voulait savoir justement combien de temps il faut passer à chaque étape avant de passer à la suivante. Ça, c'est des questions, ou surtout plutôt, ça va un petit peu dans la même question, qu'est-ce qui nous permet de dire, on peut passer à la prochaine étape? D'accord. Donc, chaque étape, on aimerait qu'on passe un 24 heures par étape. Donc, exemple, si un lundi soir, vous faisiez étape 3A, 3, si tout va bien, puis vous réussissez de faire tout dans l'étape sans avoir des signes et des symptômes, là, vous pouvez passer le lendemain, donc 24 heures plus tard, aux prochaines étapes. Les informations de combien de temps à chaque étape, c'est décrit dans la première page de les protocoles. Donc, encore juste pour vous dire, c'est 24 heures par protocole, puis toutes ces informations sont bien indiquées dans les protocoles. Et c'est ça. Donc, il faut qu'on passe toutes each item, il faut qu'on passe chaque item dans l'étape pour bien réussir à passer à la prochaine. Parfait. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. On arrive justement à la fin de ce webinaire, donc profitez justement si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors encore une fois, on va bien évidemment vous faire parvenir la présentation. Allez-y. Est-ce qu'on m'entend, oui? Oui. OK. J'essaie de simplifier le tout, et surtout pour mes entraîneurs et moi-même. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 points très essentiels. Je les ai marqués d'ailleurs. Un, c'est de pouvoir être un spécialiste dans l'identification des commotions. Je pense que si un entraîneur devient un spécialiste, il a déjà un avantage. Ensuite,
c'est de dire que faut être aussi un spécialiste dans la façon de procéder s'il y a une identification de promotion. Et de 3, je ne me permets jamais de donner une évaluation médicale. Je laisse ça aux spécialistes. Donc, et le retour à l'entraînement aussi. Naturellement qu'on doit être capable d'identifier quand, mais encore, il faut se fier aux spécialistes. Ma question était, combien de commotions cérébrales un athlète peut subir sans qu'il y ait quand même un dommagement plus dangereux? 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'est-ce qui se passe? Donc, d'accord. Après ça, est-ce que Judo Canada a des critères précis pour les connaissances des entraîneurs? Donc, pour répondre à votre question, combien de commotions cérébrales à chaque personne peut en avoir avant d'avoir des séquelles long terme? On n'a pas une réponse concrète. Dans la littérature, ça peut varier, puis ça varie d'une personne à une autre. On est tous différents, donc on a tous un niveau de robustesse. On est différent au niveau de notre robustesse. Alors, c'est le français, mais notre robustness, c'est différent entre chaque personne. Quelque chose qui est important, c'est dans le temps, est-ce que les commotions étaient rapprochées ou est-ce qu'elles étaient bien écartées, puis le cerveau a eu le temps de guérir après chaque commotion? Puis encore, est-ce que quelqu'un, ça peut être 2 commotions, puis là, il est en difficulté de rétablir, ou après c'est 6? C'est vraiment variable de personne à personne. Puis c'est la spécialiste en médical qui va être capable de dire si cet athlète-là, ils ont subi la commotion qui est peut-être le déclencheur qui doit arrêter leur sport. Donc, on n'a pas un nombre spécifique, c'est vraiment de voir chaque personne comment elle est rétablie. Puis de revenir au sport sans être rétabli, ça met à risque d'avoir les symptômes plus long terme, puis avoir ces séquelles où on sent que le cerveau est moins fonctionnel après. Donc, je sais que ce n'est pas une réponse concrète, noir-blanc de votre question, mais il n'y en a pas. À travers le monde, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'efforts sur ces recherches-là, mais ils trouvent que c'est vraiment variable selon la personne qui a eu la blessure. Donc, l'autre question, c'est Judo Canada, est-ce que nous, on a ces genres de formation pour les entraîneurs, si j'ai bien compris? Ou... Exigence. Exigence. Donc, l'exigence, c'est de bien connaître c'est quoi une commotion cérébrale. Je pense dans la formation de coach, le NCCP, il y a un onglet de commotion, puis je crois que les coachs devraient le passer. Surtout les coachs au niveau national puis provincial. Je ne sais pas c'est quoi les exigences pour les coachs de niveau club. Moi, j'aimerais ça que tout le monde fasse une formation au moins de base, puis connaître c'est quoi une commotion, puis c'est quoi les signes et symptômes à reconnaître, un peu qui sont décrits dans l'outil de reconnaissance de commotion. Moi, je dirais ça, c'est la base. Donc, au moins comprendre comment utiliser le CRT ou l'outil de reconnaissance de commotion. C'est vraiment fait pour la personne générale. C'est pour la population générale. C'est pas un outil diagnostic, mais c'est un outil pour utiliser, OK, je fais quoi avec cet athlète-là? Est-ce que je dirige à l'ambulance, vers l'ambulance à l'hôpital? Est-ce que je dirige à un clinique sans rendez-vous? Ou est-ce que je dirige juste pour voir le médecin le plus rapidement possible? Donc, si ça tombe dans 3 à 5 jours, ça va aller. Donc, c'est plus pour savoir quel cheminement de faire et laisser les décisions médicales pour être prises par les soignants médicaux. Merci, Tiffany. Bienvenue. On a une question aussi. Est-ce que, justement, on doit être amené justement à revenir à l'étape 1 si les symptômes persistent ou si les symptômes reviennent? Par exemple, un athlète arrive à l'étape 5A et recommence à faire du judo, l'entraînement, il contacte et bim, il retrouve les mêmes symptômes du début. Est-ce qu'il doit revenir à l'étape 1? Donc, si l'athlète a déjà passé à travers les étapes jusqu'à le 5A ou B qu'il y a eu des symptômes, on ne revient pas à l'étape 1. S'ils ont bien fait les autres étapes sans avoir les symptômes. Donc, si on fait toutes les étapes sans avoir les symptômes,
Là, la journée qui a les symptômes, on arrête pour cette journée-là. Il prend un 24 heures de repos et on réessaye la même étape quand il n'y a pas de symptômes. Je vais donner un exemple. On reprend l'étape 5A et quelqu'un commence à faire des combats légers, des combats contrôlés, puis il commence à avoir le mot tête ou étourdissement. On arrête l'entraînement, on attend 24 heures pour voir si les symptômes disparaissent. Si les symptômes disparaissent, on va peut-être réessayer la même étape. Si l'étape est écoulée une deuxième fois, moi, je suis très habituée de gérer les commotions cérébrales. Donc, moi, je ferais, OK, c'était quoi l'activité ou le mouvement déclencheur? Et moi, le lendemain encore, je vais attendre mon 24 heures tant qu'il n'y a pas de symptômes. Puis le lendemain, je vais essayer de faire des autres exercices dans l'étape sans celui-là qui a créé les symptômes. Si les symptômes reviennent encore à nouveau, je refais encore au médecin pour dire, on a essayé de faire cette étape 2 fois, on a échoué. Si on enlève, exemple, c'est peut-être les roulades. Si c'est les roulades qui viennent déclencher les symptômes, je vais dire, OK, on peut faire tout dans l'étape 5A sans les roulades, puis ça se passe bien. Puis là, mais on ne peut pas progresser à 5B. Donc, on va rester à 5A sans faire l'étape, l'exercice ou le mouvement qui a déclenché les symptômes. Et je vais faire en sorte pour évaluer et essayer de trouver pourquoi cette activité ou ce mouvement a créé les symptômes. Donc, encore, je creuse un peu plus profond. Si nécessaire, je vais référer à quelqu'un qui spécialise dans ça pour réapprendre le cerveau à gérer le stress ou la capacité à gérer ce mouvement-là. Donc, quand il y a un échec, on arrête, on attend 24 heures, on réessaie. Si c'est un deuxième échec, si vous n'êtes pas à l'aise de gérer les commotions en temps régulier, je référerai au médecin. Si vous avez quelqu'un dans l'équipe, comme un soigneur médical, un thérapeute qui a l'habitude, peut-être il peut ajuster un peu le protocole pour voir s'il peut progresser l'athlète horizontal. Donc, on ne passe pas à la prochaine étape, mais on reste aux mêmes étapes pour voir est-ce qu'on peut trouver pourquoi on a ces symptômes-là, puis graduellement le faire apprendre le cerveau comment de faire cette activité-là sans avoir les symptômes. Encore là, ça vient un peu plus peaufiner, mais avec l'expérience, des fois, les gens peuvent faire ça. Mais dans une situation de club, je dirais un échec 2 fois sur la même étape, on va refaire au médecin pour qu'il fasse des investigations pour voir pourquoi. D'accord. Et là, je prenais l'exemple de l'étape 5. Du coup, en fin de compte, finalement, toutes les étapes, c'est un petit peu le même raisonnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé une étape, on va dire, par exemple, notre exemple, je suis à l'étape 2, j'arrive à l'étape 3. Pour une raison ou une autre, des symptômes reviennent à l'étape 3. J'attends les 24 heures en fonction de l'exercice qui a été fait. Et si les symptômes persistent, dans ce cas-là, on va voir le médecin et c'est lui qui évalue à quel niveau on doit se repositionner. Oui, pour voir aussi s'il y a d'autres évaluations ou d'autres spécialistes à inclure dans la récupération de cet athlète. Parfait, merci. Bienvenue. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut clôturer cette session. Alors, on peut-être vous parler que le prochain webinaire à venir va être un webinaire où on va présenter le nouveau modèle du développement de l'athlète à long terme. Alors, la date n'a pas encore été déterminée, mais on vous informera bientôt de la date. Sachez qu'en tout cas, c'est le prochain webinaire et on réfléchit également à d'autres webinaires à vous préparer et présenter dans les mois à venir. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation. Merci Tiffany pour tous tes détails, tes commentaires et ton partage d'expérience. Et écoutez, on vous souhaite un bon week-end à tous. Et je rappelle rapidement, on vous fera parvenir le lien pour pouvoir accéder à cette présentation et également le lien pour accéder à la vidéo. Merci et bon dimanche. Merci. Au revoir, merci.